Bonjour à tous. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre présence ce matin à notre webinaire dédié au macro-balisage des notes et annexes. Nous avons souhaité organiser cette session suite au bilan de fin de projet des URD 2021, car bon nombre d'émetteurs sont soucieux de la mise en application de ce deuxième volet ESEF. Nous allons évoquer, lors de ce webinaire, en première partie, un rappel de la réglementation ESEF et les mises à jour attendues, puis rentrer un peu plus dans les spécificités du macro-balisage. Et en deuxième partie, nous verrons un cas concret de balisage dans le chapitre des comptes conso d'un URD. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'application GoToWebinar pendant toute la présentation et nous y répondrons en toute fin. J'en profite pour ceux qui ne nous connaissent pas encore pour nous présenter brièvement. Pomelo Paradigme a 9 ans d'expérience et à son actif plusieurs milliers de documents publiés ou déposés à l'AMF. Je parle du RD, de rapports semestriels, des CAC, etc. Plus d'une centaine d'émetteurs sont des utilisateurs quotidiens de nos solutions, donc 40% des sociétés cotées présents en Angleterre, en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suisse et aux États-Unis, dans tous les secteurs d'activité. Pomelo Paradigme est devenu le leader dans le domaine de la publication réglementée. À ce titre, nous sommes donc un partenaire de choix, gage de sécurité et de réussite pour vous assurer une production sereine de vos documents. Revenons maintenant au sujet principal, la réglementation ESEF. Pour comprendre les enjeux de ce deuxième opus, il faut revenir à l'origine de la réglementation, à savoir la directive sur la transparence publiée en 2004 et révisée en 2013, qui souhaitait que les émetteurs puissent communiquer de façon plus directe et plus facilement auprès des investisseurs et analystes financiers en passant notamment via des outils d'analyse et des IA. Tout ceci est possible grâce au format XHTML du document qui permet d'identifier des chiffres, du contenu texte et des tableaux et de les référencer via des balises directement depuis le document associé à un format de fichier XBRL. En découle un certain nombre de textes de référence. On va trouver les règlements délégués de la Commission européenne, les normes RTS et le reporting manuel publié par l'ESMA, dont des mises à jour sont apportées chaque année. Et surtout, la taxonomie ESEF, qui évolue en fonction de la taxonomie IFRS et des spécificités européennes. Elle est mise à jour chaque année vers juillet. On peut voir que l'année dernière, elle est sortie très tardivement en décembre 2021. Il faut donc rester attentif chaque année aux évolutions, notamment au niveau de la taxonomie de base, qui impliquerait un changement dans les taxonomies des émetteurs. Dès l'origine, le texte prévoit une mise en application en 2 phases. Donc la première phase, qui est passée, initialement prévue au 1er janvier 2020, puis reportée au 1er janvier 2021, ciblant principalement les chiffres des états financiers primaires. Puis une deuxième phase, à partir du 1er janvier 2022, sur le contenu, paragraphes, textes et tableaux de la section compte consolidé dans le but de communiquer sur les informations relatives et les méthodes comptables utilisées dans le cadre de l'application des normes comptables IFRS. Il est précisé en annexe 2 du règlement les obligations attendues en matière de balisage. Les émetteurs balisent tous les nombres monétaires déclarés dans les états financiers consolidés, c'est-à-dire l'état de situation financière, l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, l'état des variations des capitaux propres et l'état des flux de trésorerie. À ça, les émetteurs balisent également toutes les informations fournies dans un état financier consolidé IFRS ou fournies par renvoi à d'autres parties du rapport financier annuel, aux éléments cités du tableau 1 de cette même annexe 2
à partir de 2020. Donc, ce sont la liste des interventions qui sont présentes ici dans ce tableau. En tant que consommateur de fichiers XBRL, depuis la plupart des fournisseurs XBRL, Pomelo a une assez bonne vision de la qualité des fichiers produits. Globalement, pour tous ceux qui se sont préparés à l'avance sur les comptes de l'année passée et qui ont fait des tests auprès des auditeurs et de l'AMF, ça s'est plutôt bien passé. Car en réalité, comme ils s'étaient préparés avant, il s'agissait de faire qu'une simple mise à jour pour l'année fiscale en cours, et donc ça se passait plutôt bien. Ça a également permis, toute cette préparation, d'identifier aussi certains problèmes ou ajustements, notamment auprès des fournisseurs de taxonomie, qui ont pu, du coup, puisqu'ils avaient le temps, de corriger en amont et être prêts pour le jour du dépôt. Alors, ce n'est pas le cas effectivement pour certains, et d'ailleurs c'est pour cette raison que certains n'ont pas pu déposer l'année dernière, parce que soit les commissaires aux comptes, soit l'élaboration de la taxonomie n'était pas suffisamment aboutie. À noter quand même un petit bémol pour certains taxonomistes qui ont recommandé à tort à certains émetteurs qui n'avaient pas de XBRL à produire puisqu'ils n'avaient pas de compte consolidé à produire, de devoir passer quand même par eux alors qu'ils pouvaient directement fournir leurs fichiers en format XHTML sans XBRL et sans conversion. Attention donc aux mauvais conseils qui peut être dispensé. N'hésitez pas à vous tourner vers des sociétés ou des cabinets qui n'ont pas d'intérêt financier en jeu, voire même directement auprès de l'AMF. C'est le cas d'ailleurs d'un émetteur à qui ça lui a justement évité de payer à tort une conversion. On nous a également remonté alors une bonne ou une mauvaise surprise, car avec l'application de cette nouvelle réglementation, la tarification des CAC a aussi elle-même évolué et je dirais grâce à l'adhésion de l'émetteur à certains taxonomistes, l'augmentation était moins importante que quand on vous appelle à d'autres taxonomistes. Donc la conclusion, c'est que à vouloir en fait économiser sur un fournisseur de qualité, on finit par payer à cause d'un audit qui se passe peut-être un peu moins bien. Alors, attention-nous maintenant à ce qui va changer avec ce deuxième volet. Il est précisé en annexe 2 du règlement que les obligations attendues en matière de balisage changent à compter du 1er janvier 2022. En ce qui concerne les informations fournies dans un état financier consolidé IFRS ou fournies par renvoi à d'autres parties du rapport financier annuel, il faut à présent se référer aux éléments du tableau 2, à savoir tous les éléments qu'on a vus au tableau 1, c'est-à-dire les 9 éléments qui portent sur les informations générales on va dire de l'entreprise. Et à ça, il va falloir rajouter alors 234 concepts, mais on peut répartir, en fait, il y aura 22 concepts sur des éléments généraux sur l'entreprise et sur le rapport lui-même. Il y aura 126 concepts qui portent principalement sur des informations sur la description des postes IFRS employés et 96 concepts sur la méthode comptable appliquée. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez à taguer 234 concepts. Effectivement, on va voir qu'en fonction des éléments significatifs à baliser, vous n'êtes pas forcément concerné par tous les concepts. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que jusqu'à présent, on avait des éléments financiers qui étaient donc de type monétaire, donc à proprement parler, un chiffre à taguer. On avait également les informations complémentaires qui sont des mots ou une courte suite de mots, comme par exemple une adresse ou l'activité principale. Donc ça, c'est ce qu'on devait faire l'année dernière. Alors que cette année, on est sur un tagging, sur un type d'information qui est un bloc de texte. Ce qui implique
de référencer en fait du contenu textuel qui est composé de paragraphes, même de plusieurs paragraphes, voire même de tableaux entiers ou partiels dans le document et dans le document qui lui est mis en forme. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on essaye de sensibiliser sur l'importance d'avoir un document conçu à la base en XHTML. L'objectif étant de permettre justement le balisage à la source. Et j'attire particulièrement votre attention sur l'impossibilité de baliser ou de référencer correctement le contenu d'un document qui pourrait être converti en XHTML à partir d'un PDF. Pourquoi? Parce que le risque, c'est d'avoir un texte coupé, de ne pas reprendre la structure d'un tableau tel qu'il devrait être, qui permettrait de pouvoir le lire, voire même, avec certaines conversions de PDF, de mélanger en fait le texte et lui faisant perdre en fait tout son sens. Donc, il faut rester très vigilant au regard justement de cette partie convertie à partir du PDF. Qui doit déposer? Il n'y a pas d'évolution de périmètre par rapport au deuxième volet. On reste vraiment sur un périmètre identique, à savoir les sociétés émettrices d'actions et celles émettrices d'obligations, toujours sur le marché Euronext. On n'a pas eu de modification de scope. Où obtenir l'information? Alors, vers qui se tourner pour avoir cette information? Tout d'abord, la Commission européenne, pour tout ce qui est le règlement, les questions-réponses des RTS et la communication interprétative. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'ESMA, notamment en ce qui concerne la norme technique et les amendements, ainsi que toutes les règles de validation. L'AMF, bien sûr, avec tous ces documents pédagogiques, ces questions-réponses. Ils ont d'ailleurs une page dédiée sur le sujet de l'ESEF où on peut y trouver une information et des réponses qui sont très claires. Donc, n'hésitez pas de faire appel à l'AMF, qui est vraiment un acteur, enfin nous on l'a ressenti de la part des émetteurs notamment, qui nous ont dit avoir fait appel à l'AMF et avoir posé des questions et avoir eu les réponses qu'ils attendaient. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'ANC également, qui est l'autorité des normes comptables, qui a publié des recommandations, notamment concernant une harmonisation des extensions à utiliser. Alors, c'est intéressant de le noter, car dans ce deuxième volet ESEF, il se peut que les émetteurs doivent également créer des extensions. Et donc, dans ce souci d'harmonisation, c'est intéressant de surveiller justement la position de l'ANC et les préconisations en matière de création d'extensions. La CNCC communique, elle, sur le sujet, notamment via les communiqués des H3C et de la CNCC. Donc, ces communiqués sont principalement à destination des CAC. Et pour finir, l'association XBRL, qui a même créé une page dédiée sur le sujet et également une page de référence avec toute l'information réglementaire au format ESEF qui est diffusée. Et également, via son groupe de travail, XBRL France, qui organise des réunions sur le travail de mapping ESEF et notamment sur la partie justement du macro-balisage. L'objectif, c'est de favoriser en fait la cohérence et la comparaison des publications. Donc, à cette réunion sont conviés tous les émetteurs, évidemment, c'est ouvert à tous les émetteurs, donc il ne faut absolument pas hésiter pour assister à ces réunions. Ça amène des questions et surtout des réponses, donc ça c'est vraiment très intéressant. L'AMF est également convié et également tous les membres d'XBRL France qui sont notamment donc, des auditeurs, des cabinets de conseil et des auditeurs et des éditeurs de logiciels. Donc tous ensemble, on œuvre pour que on puisse organiser ce passage à ce nouvel opus en fait de l'ESEF.
Alors, qui doit faire ce travail de balisage? Alors, certainement pas les commissaires aux comptes, hein, puisque c'est eux qui doivent au final valider le balisage. Cependant, il faut quand même travailler de concert avec eux et essayer de trouver, on va dire, d'anticiper sur ce travail et peut-être de leur fournir aussi les moyens de pouvoir vérifier et de suivre tout le travail de balisage qui sera réalisé. Donc, ce n'est pas eux qui font, mais c'est quand même avec eux qu'il faut faire. Évidemment, la facilité, c'est de se tourner vers les fournisseurs de XBRL. Alors attention, car même si techniquement, ils ont effectivement la maîtrise du format, hein, ça reste, c'est indéniable. Ceci dit, ça reste quand même la responsabilité de l'émetteur de diffuser l'information. En revanche, il est important que ces acteurs soient associés à vos discussions, notamment avec les auditeurs, pour essayer de trouver des solutions. D'accord ? Et les cabinets de conseil, eux, sont évidemment des prestataires qui vont pouvoir vous accompagner. Car souvent, indépendants des taxonomistes, ils ont un regard, on va dire, plus critique. Ils ont des compétences aussi bien métiers que techniques et permettent d'apporter une meilleure compréhension, donc aussi bien des règles métiers que la façon de le mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des cabinets de conseil en la matière. En ce qui concerne les agences de communication, ce sont souvent les interlocuteurs privilégiés des émetteurs. Ils peuvent également vous aider, surtout en fait s'ils ont un service d'experts en taxonomie intégré. Aujourd'hui, rares sont les agences qui sont équipées de ça. Et là encore, pour les taxonomistes, il faut aussi avoir un petit point d'attention. Pourquoi? Parce que il est possible qu'il n'y ait pas une vision qui soit suffisamment critique du résultat. En internalisant en fait toutes les prestations au sein d'un même acteur, cela peut aussi conduire à un effet un peu boîte noire qui tend en fait à déposséder l'entreprise de son document, ce qui nous éloigne du but recherché. D'accord? Donc, donner à l'entreprise plus de contrôle sur les informations communiquées. D'autant plus que cette tâche de balisage, elle est importante. Elle sera certainement on va dire, à modifier tous les ans. En fonction du système, vous aurez peut-être même à la refaire tous les ans. Et donc, c'est important quelque part que les équipes conso puissent prendre un peu plus d'autonomie sur le sujet. Alors, justement, c'est bien les équipes conso qui, eux, sont les principaux concernés par ce travail. Mais, comme on peut le voir, c'est tout un ensemble, en fait, de compétences qui doit être associé pour arriver à faire ce travail-là. Donc, surtout pour cette première année, comme vous l'avez vécu l'année dernière sur la partie du balisage des états financiers, n'hésitez pas à faire des tables de travail avec toutes les personnes qui vous accompagnent, enfin qui accompagnent les émetteurs pour produire cette nouvelle mouture du rapport ESEF. Alors, voyons maintenant les points à retenir. Tout d'abord, il faut suivre la recommandation de l'AMF qui précise de ne surtout pas changer la rédaction des annexes. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on applique un balisage ESEF maintenant sur ces notes qu'il faut aller revoir cette rédaction. C'est absolument pas l'objet de cette réglementation. Après, il faut certainement, par contre, réfléchir sur les choix de concepts par rapport à ça. Mais surtout, éviter d'avoir à corriger vos textes ou vos annexes pour être conformes à l'ESEF. C'est absolument pas l'objet de la réglementation. Autre point clé, l'apparition du deuxième volet, comme je vous l'ai précisé, porte sur le balisage des textes en bloc. Le balisage d'un chiffre dans les annexes ou un détail dans un paragraphe
conduirait à faire ce qu'on appelle du detail tagging. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, faire ce type d'exercice et aller taguer dans le détail les différents chiffres et les éléments, mais ce n'est absolument pas ce qui est demandé dans le deuxième volet. On est d'accord qu'on parle vraiment de tagging en bloc et on verra qu'effectivement, en fonction de la granularité, on a plus ou moins peut-être des gros blocs à taguer, mais on n'est pas dans du détail, on n'est pas sur un chiffre ou un texte précis à taguer. Évidemment, vous pouvez le faire si c'est pertinent au regard de la stratégie de la communication que vous souhaitez mener. Mais voilà, comme je vous l'ai précisé, ce n'est pas obligatoire. En revanche, l'enjeu de ce travail réside dans l'identification des éléments significatifs. Attention donc à la granularité des concepts à utiliser pour référencer une notion spécifique mais significative contre une notion plus générique. Cela peut parfois conduire peut-être à devoir baliser un texte ou une partie de texte déjà balisée par un autre concept, c'est-à-dire avoir à appliquer une même balise sur deux parties de texte qui se rejoignent. Dernier point clé, l'importance de produire votre document depuis un outil générant du XHTML pur. D'une part, pour vous assurer que votre contenu est continu et qu'il n'est pas découpé par une mise en forme traduise du PDF. C'est-à-dire que votre document, s'il est fait en PDF, vous n'avez pas la garantie du placement des textes les uns par rapport aux autres, surtout si une mise en page est appliquée et encore plus dans le cas des tableaux. Donc, méfiez-vous des convertisseurs à partir du PDF parce que ces outils-là ne pourront pas retracer la construction de votre contenu tel qu'il était avant d'être généré en PDF. Donc, assurez-vous de travailler bien sur une source qui, elle, gère le contenu, comme du XHTML. D'autre part, pour vous permettre d'anticiper pour faire ce travail en amont et éventuellement de conserver le balisage d'année en année. Si vous travaillez déjà sur un outil qui permet de pouvoir fixer les balises, vous pourrez beaucoup plus facilement modifier votre contenu tout en gardant ce balisage. Ça, c'est important. Et évidemment, à la dernière minute, s'il est nécessaire de modifier, on garde le balisage et on a juste à modifier le texte à l'intérieur. On dénombre en moyenne un peu moins d'une centaine de balises à rajouter à celle du premier volet ESEF. Donc, vous aurez quand même une petite centaine de balises à rajouter. Donc, il vaut mieux capitaliser sur le travail qui est réalisé. Alors, avant de passer justement au cas pratique, voici les nouveautés en matière de balisage. Donc, comme je vous l'ai précisé, il s'agit d'un balisage sur un ensemble de textes appelé blocs de texte. Donc, ces blocs de texte peuvent couvrir plusieurs paragraphes et concernent aussi bien du texte que des tableaux. Je vous ai également précisé qu'il était tout à fait possible de devoir pratiquer un double balisage sur certains textes communs sur des notions qui se recouperaient. Et puis, dernière particularité de ce balisage, on n'en a pas encore parlé, c'est que parfois, vous serez amené à devoir poser une étiquette sur un texte, voire même poser la même étiquette sur un texte quelques paragraphes plus loin parce qu'elle concerne le même concept. Et pour autant, séparé de ces deux paragraphes, vous aurez certainement un texte qui, lui, doit être exclu du paragraphe. Donc, cette façon de taguer en fait les deux textes, comme si on voulait continuer l'étiquetage sur un autre texte
plus loin, on parle ici de continuation. Et donc, ça sera important de voir justement dans le cas pratique comment ça se déroule. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport aux éléments que j'ai évoqués, n'hésitez pas à les poser dans la zone questions. Nous allons maintenant passer sur l'application PomDoc pour voir un cas concret de balisage dans la partie justement des comptes consolidés. Voilà. Alors, on va se connecter à l'application PomDoc. Donc, pour certains qui connaissent l'application PomDoc, vous allez la reconnaître. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application PomDoc, alors je ne vais pas vous présenter l'application parce que effectivement, elle est assez elle est complète, hein, donc elle permet de faire le document dans sa globalité. En revanche, voilà, vous allez rapidement comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, on va s'attacher vraiment à toutes les fonctionnalités on va dire, liées à la taxonomie. Donc, le principe général, hein, c'est de pouvoir travailler dans le document qui est monté. Donc, votre agence vous aura préparé le travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille en continuité sur plusieurs années avec PomDoc, là, pour tous les émetteurs qui, l'année dernière, avaient fait leur taxonomie sur PomDoc, eh bien, ils vont pouvoir directement commencer le travail de tagging sur la partie des comptes consolidés pour déjà essayer un petit peu de faire valider un maximum de balises auprès de leur commissaire aux comptes et puis anticiper sur le travail de l'année précédente. Et puis, évidemment, sur toutes les autres parties qui, elles, seront modifiées et peuvent être travaillées sur du Word séparément, eh bien, effectivement, ces parties-là, vous n'avez pas besoin d'y toucher et puis vous pourrez les mettre à jour directement, votre agence vous accompagnera ou vous pourrez intégrer la modification du contenu directement dans le texte. Donc là, on va s'attacher vraiment à la partie qui nous intéresse, sur la partie des comptes et annexes. Donc là, on a une vision un petit peu générale du document. Je vous montre un petit peu la partie un peu spécifique relative au XBRL. Mais évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans PomDoc, vous pouvez éditer le contenu, intégrer vos sources, extraire les versions de documents que vous avez besoin pour les consulter par ailleurs ou pour transmettre je dirais le document dans un format X. Mais voilà, donc c'est une application qui est complète pour faire le document. Là, vraiment, je vous montre que la partie XBRL. Donc d'abord, je vais mettre un petit peu en lumière toutes les données qu'on peut avoir dans les rapports actuels des URD. Alors, quand je parle d'URD, mais je parle aussi de rapports financiers. Pour ceux qui ont des rapports financiers, évidemment, vous avez compris que ça s'applique de la même façon. Donc là, on a les tableaux qui sont préalablement tagués. On peut voir en rose ici toute la partie de tagging qui a été appliquée. Et on peut voir effectivement que le tagging, il est appliqué sur tous les états financiers qu'on avait, qu'on avait tagués déjà l'année précédente. Et arrivent nos notes et annexes sur lesquelles nous n'avons encore pas fait du tout de tagging. Donc, on a un petit peu poussé également une visualisation un peu dimensionnelle de ces tags parce que, comme je l'ai dit en préambule, le travail, il est fait effectivement conjointement avec les commissaires aux comptes et donc permettre de donner des outils, on va dire, un peu évolués pour permettre aussi une plus grande vérification pour vous, enfin pour les émetteurs et pour les commissaires aux comptes, c'est toujours plus pratique. Donc effectivement, on a la possibilité de pouvoir mettre en couleur, différents éléments de la taxonomie pour vous permettre une meilleure vérification. Par exemple, ici, on a dans une couleur spécifique de l'année en cours, donc de la dimension de l'année, vous avez la couleur violette qui va couvrir sur toute l'année 2020 et la couleur verte qui va couvrir sur toute l'année 2019. Donc effectivement ici, on peut voir que sur tous les tableaux, on a bien eu le respect de ces informations-là. Alors, je vous dis ça parce que c'est vrai que ça coule de source d'avoir vraiment les deux couleurs qui apparaissent vraiment de façon significative, mais c'est pas toujours le cas dans les différents taggings qu'on a pu nous recevoir de la part des émetteurs. Ça nous a, des fournisseurs de taxonomie, ça nous a permis quand même d'identifier les éléments et de pouvoir déceler quand il y avait parfois des anomalies. Ça peut arriver
voilà, d'avoir des erreurs de date, etc. Et donc, on voit bien ici, sur l'état de variation des capitaux propres, hein, les différentes périodes, on voit bien qu'on a bien 4 périodes qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, notamment sur ce tableau, c'est que quand on veut visualiser, non plus du coup par période, mais par concept, on arrive bien à avoir la ligne complète des concepts qui, elle, est au regard des dimensions différentes, hein, pour les tableaux des variations des capitaux propres. Alors, je vais un petit peu vite sur ces notions techniques parce que je suppose que vous avez tous cette année déjà fait ce travail d'étiquetage ou tout du moins avoir été mêlés à ce travail d'étiquetage. Donc, effectivement, tout ça, c'est des notions que vous connaissez bien. Et là où ça va nous aider sur la partie du macro-balisage, c'est qu'effectivement, entre concepts, on va pouvoir identifier directement dans le texte les différents éléments qui correspondent à des concepts différents. Et donc, à la lecture de votre document, vous allez pouvoir tout de suite voir visuellement, eh bien, ce jeu de concepts et donc la présence, grosso modo, des étiquetages qui seront faits directement dans le document. Alors, juste en préambule, par rapport au document, donc PomDoc est une application qui permet d'intégrer les sources, les sources des émetteurs, que ce soit aussi bien la taxonomie que vous allez pouvoir mettre à jour et intégrer si elle est produite par un fournisseur externe, évidemment. Vous allez même pouvoir aller vérifier, voire même dans certains cas, pouvoir aller modifier les labels quand parfois, voilà, il est nécessaire d'ajuster des petites choses finement sur la taxonomie. Donc, vous pourrez également agir en fait sur certains éléments de votre taxonomie, mais vous aurez aussi la possibilité de pouvoir piloter également la mise à jour de tous les tableaux issus de la taxonomie, voire même les tableaux qui, eux, sont annexes à la taxonomie et qui seront eux, par contre, présents dans les notes et annexes. Hein. Donc, vous pourrez aussi piloter dans les notes et annexes la mise à jour des tableaux via justement ce même onglet et ce même outil de données. Et pour l'application justement de ces étiquettes, on a un écran, une zone un peu plus dédiée dans laquelle on va pouvoir faire justement ce travail d'étiquetage ou ce travail de vérification. Alors, pour vous permettre justement d'y voir un peu plus clair sur toutes les données, on a développé des petits filtres qui permettent de pouvoir mettre un peu l'accent sur les éléments qui sont déjà tagués. Donc là, si je veux voir tous les tags qui sont posés dans mon document et qui sont de type modétaire, hein, on sait, c'est les chiffres des tableaux. Et bien ici, j'aurai donc la liste des tableaux correspondants, hein, et donc je pourrais facilement aller pouvoir voir, donc en l'affichant évidemment dans le document, hein, pour pouvoir le voir, je vais pouvoir facilement le voir. Alors ici, on ne le voit pas très bien, c'est 49.3, le zoom est un petit peu large. Je me permets de dézoomer un petit peu le document pour permettre une meilleure vision. Donc là, on voit bien ajustement des autres créances et dettes. On voit bien que ce concept-là, donc 49.3, hein, cette valeur-là, elle est là. Voilà. Donc, on a la possibilité de pouvoir l'afficher, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour vous permettre de pouvoir vérifier les choses. Et d'ailleurs, directement du concept, ici, on peut voir dans la zone à droite, donc là, c'est pareil, hein, c'est des outils complémentaires pour vous permettre de vérifier un peu plus les éléments de taxonomie qui sont posés dans votre document, hein, directement à la source. Ça peut être utile notamment aussi peut-être pour les commissaires aux comptes, hein, d'aller voir quel concept est-ce que ça fait appel directement, et puis voilà, de quel type de taxonomie ça correspond, etc., etc. Donc ça peut être utile parfois, notamment s'il y a des erreurs qui sont relevées, et bien d'aller voir finement pour aller voir toutes les caractéristiques de l'élément de la taxonomie. Parfait. Donc maintenant, on va voir comment baliser les textes. Alors, dernière petite chose, on avait vu également dans la réglementation applicable en 2021 l'apparition justement de balisage dans les textes sur les informations un peu générales. Donc là, on le voit bien mis également en lumière. Ici, on va voir que ce texte-là, hein, c'est l'adresse du siège social de l'entité. Hein, on le voit bien ici. D'ailleurs, ici,
on voit qu'on a un autre élément qui est tagué. Et d'ailleurs, celui-là, il fait partie à la fois de l'adresse de l'entité, mais également du pays de constitution, mais également de l'adresse du siège social. Voilà, donc en fait, on a ici clairement un texte qui est relié à trois concepts. Donc, ça peut arriver. Un premier concept qui est général sur l'adresse. Ici, on voit l'adresse en entier. Et puis, spécifiquement, sur deux concepts, qui est le pays de constitution et l'adresse de l'entité, qui, elle, dans mon cas de figure, n'est taguée que France. Voilà. Évidemment, s'il aurait fallu taguer toute l'adresse, on aurait pu taguer toute l'adresse. Mais là, en l'occurrence, l'émetteur n'a tagué que France. Et pour un autre concept, par exemple la forme juridique, voilà, on voit tout à fait cette idée-là. Donc en fait, vous pourrez effectivement, en fonction de votre sélection aussi, eh bien, retrouver les concepts qui sont appliqués dans cette sélection. Voilà, on voit que c'est sélectionné. L'avantage de faire cette sélection, c'est éventuellement, pourquoi pas, d'y appliquer des modifications conjointes. Donc là, effectivement, on voit que sur les étiquettes qui sont posées, on voit que ça correspond à 4 entités. Donc là, je vais pouvoir jouer sur les caractéristiques des 4 concepts. Et au niveau du contexte, on voit qu'effectivement, on n'a qu'un seul et même contexte. Donc, on pourrait tout à fait, alors le code LEI, évidemment, il va rester d'une année sur l'autre, on ne va pas y toucher. Mais par exemple, si on veut changer une période de contexte, si par exemple, vous avez fait un travail préparatoire en 2021 et que vous voulez ce travail préparatoire le porter en 2022, eh bien, vous pourriez unitairement ou globalement, via une sélection, le modifier et aller affecter directement la bonne période. Voilà, on a fait une sélection. Alors, le format pour ce type de données n'est pas intéressant puisqu'on n'est pas dans du monétaire. Voilà. Et on peut même aller jusqu'à visualiser la taxonomie de l'émetteur et de voir tous les différents concepts qui sont avec les arbres de représentation sur la présentation, la calculation ou la définition. Bon, je vais m'arrêter là sur la partie un peu taxonomie, construction de la taxonomie, mais effectivement, vous avez compris qu'on voit, on a une analyse assez fine de tous les éléments de bout en bout. Voilà. Donc maintenant, on va regarder justement ce qui nous intéresse principalement, c'est-à-dire ce travail de tagging. Alors, on va se mettre sur un texte qui nous intéresse bien. Alors, on va partir sur la partie des notes et annexes, ici. Voilà. Et donc, on va commencer à taguer un élément, par exemple. Alors, pour cet élément, donc là, moi, je vais identifier effectivement des concepts. Alors, si ça vous intéresse et que vous souhaitez avoir la liste justement des 234 concepts qui seront à taguer, alors elle est disponible sur les textes de référence, hein, notamment publiés au JO, si vous en avez besoin. Sinon, si vous en avez besoin, le groupe de travail, lui, a diffusé aussi sur une liste de ces macro-balises. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous les demander. On peut vous envoyer cette liste, effectivement, de macro-balises. En attendant, effectivement, les recommandations de l'ANC pour toutes les nouvelles extensions qu'il faudra créer. Voilà, donc moi, je vais me référer effectivement à cette liste-là pour aller identifier les différents éléments, mais on dispose aussi également dans PomDoc d'un outil de recherche qui permet de pouvoir aller, on va dire, rechercher les éléments qui nous permettraient de pouvoir faire ce tagging. Donc, par exemple, ici, on est sur le principe comptable, notamment de la déclaration de conformité aux IFRS. Hein, donc, je pourrais tout à fait ici taper voilà le début hein, de mon texte et il va me renvoyer tous les concepts hein, qui me permettraient de pouvoir éventuellement donc, taguer mon élément. Voilà. Et donc, pour le tagging de cet élément, hein, c'est très facile. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose à proprement parler. Hein. Le plus dur, c'est d'aller dire, OK, quel est le texte que je vais identifier par rapport à mon concept. Une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait taguer, c'est très facile, il suffit juste de
Voilà, créer une étiquette à partir de ce concept. Et là, on rentre dans la dynamique de création sur lequel on aura effectivement le concept du coup qui va bien se sélectionner. Donc, on aura bien fait le lien, hein, le mapping sur ce concept. On va d'ailleurs même pouvoir avoir, alors on n'est pas obligé évidemment d'aller dans ce degré de détail, mais si nécessaire, on va avoir donc le niveau de détail de ce concept. On voit bien que c'est un concept de type bloc item, hein, donc on est bien sur un texte bloc. On a le type de période également, on est sur de la duration, on est sur une période. Et puis, on va retrouver tous les labels. Alors, c'est important quand même quelque part d'avoir ces notions de labels parce qu'on l'a vu, hein, vous avez certainement fait l'expérience, mais dans certains cas, il faut pouvoir ajuster ces labels, voire même rajouter certains rôles justement pour les labels. Donc là, bon, pour les textes blocs, ça sera peut-être quelque chose de plus classique, mais effectivement, si vous avez une nécessité de pouvoir communiquer sur une étiquette de label différent, vous pouvez tout à fait le faire et le mettre à jour. Ensuite, une fois qu'on a bien affecté notre concept, on va aller du coup appliquer notre contexte. Alors notre contexte, on est toujours sur du code LEI. Donc là, je vais aller sélectionner mon code LEI. Alors, en réalité, c'est exprès hein, que je vous montre ça, mais j'ai mal référencé mon document. Mon document, je lui ai donné un nom qui ne veut rien dire en fin de compte. Si vraiment j'avais voulu que ça se passe automatiquement, il n'y a aucun problème. Dans les propriétés du document, vous affectez ce code LEI et du coup, ça va automatiquement renseigner le code LEI et c'est exactement la même chose pour la période du concept où là, si on le renseigne correctement, ça va se mettre aussi correctement. Donc pour les gens qui ont utilisé PomDoc l'année dernière, bon, bah, tout ça vous le savez puisque effectivement c'est ce que vous avez dû faire déjà sur les différents textes que vous avez balisés dans le cadre du tableau 1 de l'annexe 2 qui était mis en application en 2021. En ce qui concerne le format, bah là, il n'y a pas de format, ce n'est pas du monétaire. Donc, effectivement, vous n'avez pas à renseigner les éléments complémentaires. Si évidemment, vous allez faire du détail tagging et que dans ce détail tagging, vous pouvez choisir du coup des concepts monétaires en plus, on est hors réglementation, là, on est dans du plus. Là, vous pourrez tout à fait avoir dans les formats, eh bien, le format correspond au concept que vous avez sélectionné. Voilà, bah donc le travail est fait. On peut le voir ici puisque l'élément est tagué, donc tout va bien. On a bien tagué l'élément. Voilà, donc je vais désélectionner le concept pour aller passer sur éventuellement un autre concept. Et puis, en fait, ce qui va nous intéresser, par exemple, eh bien, on va dire, c'est, on va vouloir taguer donc ce texte-là qui, en fait, est la continuité de celui-là. En réalité, en termes de concept, on est vraiment sur cette continuité-là, sauf qu'en fait, c'est pas le même texte. Donc, du coup, et en plus, il est séparé par un autre. Donc, si ça avait été la continuité, bah, c'est facile. J'aurais pu, juste après, bah, sélectionner un peu plus loin. Hein, c'est pas parce qu'on est dans 2 paragraphes qu'on ne peut pas sélectionner les 2 paragraphes. Donc là, il n'y a pas de souci, on aurait pu le faire. Là, en l'occurrence, eh bien, c'est un autre paragraphe qui est séparé. Donc, on est dans le cas de la continuation. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on va aller rechercher, donc pareil, hein, le même, on est sur le même concept. Donc, on va aller faire exactement le même travail, sauf que comme on l'a déjà étiqueté, eh bien, il va nous le dire, il va nous dire attention, ce contexte-là est déjà étiqueté dans le document. Donc, effectivement, on va pouvoir voir où il est étiqueté. Alors, si j'étais pas au niveau de mon pointeur sur le document, je peux également l'afficher dans le document. Comme ça me permet de voir où est-ce qu'il est affiché, de dire oui, effectivement, on est bien sur la même notion. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est juste continuer l'étiquette. Donc, on va pouvoir sélectionner en fait ce qu'on a besoin d'étiqueter et on va juste faire un continuer l'étiquette sélectionnée. Et là, effectivement, on a bien ces 2 concepts-là qui, eux, seront reliés avec la même étiquette, avec la particularité qu'ici, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle un index de la chaîne. Alors, automatiquement, dans l'ordre du document, eh bien, l'index va être respecté. Mais évidemment, si pour une raison ou pour une autre, on doit inverser cet ordre-là, on pourrait tout à fait, grâce à cet index, le modifier. Voilà. En général, l'ordre du document, c'est quand même le plus évident.
Voilà. Et puis, si j'ai besoin de taguer un élément qui est beaucoup plus large, eh bien, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est très facile hein, d'aller poser des éléments. On va se positionner n'importe là dans mon texte, ici. Et puis, alors, on va quand même aller chercher le concept qu'on a envie d'abord d'étiqueter. Hein. Donc, on va se mettre sur, pour l'occasion, voilà. Vous m'excuserez si mes concepts ne sont pas toujours très très bien choisis. J'en prends un petit peu au hasard. Voilà, celui-là. Donc, je vais aller taguer maintenant cette notion-là. Voilà. Donc, les informations relatives aux modifications des méthodes comptables par l'entité. J'ai identifié que dans mon paragraphe, voilà, ça parle de changement. Donc, je vais identifier donc, ce texte-là. Voilà. Et puis, ça va courir même sur plusieurs pages, hein, puisque mon texte va s'arrêter là. Et c'est tout ce texte-là que je vais pouvoir étiqueter. Voilà. Alors, je vous passe effectivement le petit laïus sur le contexte et sur la période. Vous avez vu qu'on pouvait le faire automatiquement. Donc là, ce que je fais, évidemment, quand vous le faites bien, c'est déjà fait. Et voilà. Et j'ai tagué mon deuxième champ. Donc, vous imaginez avec quelle vitesse vous allez pouvoir taguer les 100. En réalité, le plus gros du travail, vous l'avez compris, c'est surtout l'analyse de votre... ça va être surtout donc l'analyse de vos notes et annexes et l'identification des concepts à mettre dessus. Après, vous voyez directement les concepts sont mis, donc vous pourrez très facilement voilà, les référencer, les taguer. Et une fois que c'est tagué, le gros avantage, c'est qu'après, si vous avez besoin de modifier du texte à l'intérieur, eh bien, pas de souci, on peut modifier du texte. On peut rajouter des tableaux, faire des copier-coller à l'intérieur de l'étiquette. On voit bien que l'étiquette est là, elle est posée. En plus, avec ce système de couleurs, ça nous permet vraiment de garantir que on va pas sortir de notre étiquette puisqu'on a bien le texte qui est bien. Et puis, si vous avez besoin de contrôler le travail qui est fait, évidemment, vous avez toujours votre export au format donc HTML avec des petites options en fonction de ce que vous avez effectivement besoin de sortir dans le cas de figure. Est-ce que vous voulez la liseuse? Est-ce que vous voulez quel type de liseuse, etc. Et puis, voilà, dans la partie des comptes et annexes, si on veut aller voir maintenant, donc là, on retrouve bien hein, l'étiquetage qui a été fait l'année précédente, mais également, voilà, le tagging qui est appliqué sur les éléments qu'on vient de rajouter. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, en parallèle, hein, vous avez fait ça. S'il y a besoin de corriger, vous corrigez. Et vous avez vu avec quelle facilité on arrive à finalement passer de l'un à l'autre. Donc, tout ça pour conclure que vous inquiétez pas, ça devrait normalement se passer plutôt aussi facilement que ce que ça s'est passé cette année, avec en plus l'expérience acquise en point de vue du temps. Nous, on est prêt par rapport à notre outil. Ça veut dire que pour tous les émetteurs qui ont la licence PomDoc, vous pouvez commencer à préparer ce travail, alors en accord peut-être avec les agences pour vous mettre peut-être à disposition une version pour pouvoir faire ce travail, mais vous allez effectivement pouvoir commencer à faire ce travail d'étiquetage et anticiper sur cette période. Hein. Comme ça vous laisse l'été, bon, je ne veux pas dire que vous n'allez pas partir en vacances, mais ça vous laisse peut-être une partie de l'été, peut-être pour faire ce travail-là, ce qui fait qu'en septembre, vous êtes prêt et vous pouvez directement passer sereinement ce deuxième volet de l'ESEF. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous les poser. Alors, il y a effectivement des questions qui ont été posées. Alors, je me permets. Ah oui, alors il y a une question qui a été posée, notamment pour les émetteurs qui travaillent avec la solution Invoke et avec PomDoc. Donc, on a déjà mené une session
session de test avec un émetteur. Hein, si vous voulez en savoir plus et avoir le retour de son expérience, on pourra le partager avec vous. Ce qu'elle a fait, c'est elle travaille toujours avec Invox sur la partie, évidemment, toute la partie préparatoire sur le XBRL. Et puis, donc, tout le tagging a été fait directement dans PomDoc, hein, puisque c'est là où il y a tous les textes et les tableaux qu'il faudra taguer dans les notes et annexes. Et ensuite, lors de la boucle finale que ça remonte, eh bien, va y avoir la compilation, en fait, dans la taxonomie de ces nouveaux concepts tagués du document et donc qui vont être raccrochés sur la brique. Donc, le travail qui a été fait, c'est de le faire directement dans PomDoc, là où c'est peut-être le plus pratique. Bon, après, il faudra éventuellement voir aussi avec Inbox si eux, ils ont une autre solution justement de tagging différente. Mais l'exercice qui a été mené en l'occurrence, c'était celui-là et ça s'est très bien passé. Donc moi, j'aurais tendance à vous recommander plutôt de le faire sur PomDoc, d'autant plus que vous avez bien vu que d'une année sur l'autre, eh bien, comme vous gardez les balises, il n'y aura plus qu'à modifier les éléments qu'il faut modifier, ce qui ne vous empêche pas de supprimer d'ailleurs des balises que vous avez dans PomDoc parce qu'elles n'existent plus ou elles ne concernent plus le paragraphe. Ça aussi, vous pouvez le faire. Hein. Donc, vous pouvez modifier à n'importe quel moment les balises qui sont faites. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, est-ce qu'on fournit un document avec la taxonomie complète anglais-français des racines ESF Core afin qu'on puisse en parallèle chercher dans un document complet facilement exploitable et éventuellement réfléchir au tag? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais proposé. Si vous le souhaitez, on peut vous communiquer la liste justement des macro-balises ESF 2021. Alors, toujours, il faut avoir ce petit regard un petit peu mis à jour. Comme la taxonomie est mise à jour évidemment tous les ans, il faudra quand même s'attacher à cette mise à jour quand elle va arriver. Mais déjà, si vous avez fait un pré-travail sur votre document, déjà vous avez gagné énormément de temps à le faire. Donc oui, tout à fait, on pourra vous le fournir. D'ailleurs, j'ai vos coordonnées, donc si vous le souhaitez, je vous l'enverrai. Ensuite, est-il possible de sélectionner directement une note entière des annexes sans devoir sélectionner chaque paragraphe de la note? Alors, non. Alors, effectivement, pour le moment, on sélectionne vraiment le texte qu'on a besoin de taguer. Alors, c'est intéressant comme question. Je pense que vous aviez peut-être dans l'idée de pouvoir, par exemple, sur un titre, de dire je veux mettre tout ce titre, enfin tous les éléments du titre, y compris ce titre-là, je pense que ça doit être ça. Alors, on peut peut-être échanger sur le sujet, mais effectivement, pour le moment, on sélectionne les éléments qu'on veut, mais on est vraiment au tout début hein, on va dire, de cette réglementation. Vous pouvez déjà le tester et le faire, donc ça, c'est déjà un grand pas parce que ça vous permet aussi de vous familiariser avec l'outil. Et si effectivement, on décèle des optimisations de manipulation, eh bien, évidemment, on en fera profiter tout le monde par la suite. Hein. Alors, j'ai une autre question. Alors, est-ce que le underscore B va rester comme ça? Alors, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Je pense que c'est, est-ce que la couleur va rester comme ça? Est-ce que en fait, ici, c'est juste une surcouleur que j'ai rajoutée. On est d'accord dans le texte. Je suis bien dans la police et dans de ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que pour ce travail de tagging, on isole et on met en lumière vraiment les textes qui eux seront tagués pour que l'utilisateur puisse bien se rendre compte de ce qu'il faut. Alors, est-ce que ce travail de balisage concerne uniquement le chapitre des états financiers et annexes consolidées? Alors, c'est une très bonne question, d'autant plus que déjà l'année passée, vous aviez les 10 champs à taguer de façon supplémentaire et qui ne faisaient pas partie effectivement des états financiers. Donc, la réglementation, quand on la lit stricto sensu, elle s'attache évidemment à ce que vous taguez les éléments qui sont dans les états financiers, puisque c'est vraiment aujourd'hui ce qui est demandé. Et les notes et annexes en font partie. Donc là, oui, tout à fait, il faudra les taguer. Par contre, les éléments qui ne sont pas dedans, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais
ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez communiquer de l'information, eh bien, si vous pouvez apporter un niveau de détail ou un élément supplémentaire, c'est plutôt un élément supplémentaire qu'un niveau de détail. Mais si vous voulez apporter un élément significatif supplémentaire, mais qui ne fait pas partie des états financiers, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin dans le tagging et ne pas vous cantonner quelque part à ce deuxième volet et aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus poussé. Ah oui, alors effectivement, le B que vous dites, c'est ce petit onglet-là. Alors, on est d'accord que ce petit onglet-là, effectivement, il va changer. Ça va s'appeler données en réalité. Simplement, comme c'est une version nouvelle du balisage, pour éviter aux utilisateurs de PomDoc justement d'utiliser le bon outil qu'ils ont besoin et pour ne pas mélanger les choses, nous avons appelé donc ça sous le nouveau dénomination donc qui est bêta, hein, comme une version bêta, mais effectivement elle va très rapidement passer sous l'onglet données et donc ça sera renommé en données. Tout à fait. Voilà. Alors, il est maintenant. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors oui, si vous souhaitez voir tout à fait cette session en replay, elle sera évidemment disponible. Hein. Il suffit que vous me demandiez le lien et puis je pourrai vous le communiquer avec grand plaisir. Pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin dans cette présentation, n'hésitez pas à nous le demander. C'est pas une session de formation, hein. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'impact et essayer de vous sensibiliser à ce que va être ce deuxième volet. On est resté sur des notions assez générales et primaires pour vraiment ça puisse d'abord vous permettre d'y réfléchir et de voir un petit peu comment vous organisez dans votre travail. Le step d'après, évidemment, c'est d'aller se pencher sur la liste des 234 balises à rajouter et dans votre document pour voir comment faire. Et puis, soyez accompagné d'une formation. Donc, nous, on propose des formations dès le mois de juin si vous avez besoin et si vous souhaitez commencer à faire ça. Et à ce moment-là, on vous montrera bien cette méthodologie à appliquer et comment le faire step by step pour arriver à le faire le plus facilement et le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie énormément de votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions supplémentaires. Hein. Vous avez nos coordonnées normalement. Sinon, bah, n'hésitez pas d'aller sur notre site. Je tenais aussi particulièrement donc, à remercier nos graphistes internes qui ont réalisé toute cette présentation directement via PomDoc. Donc, voilà, on peut réaliser en XHTML des présentations à la fois jolies et dynamiques. Donc, je les remercie particulièrement pour la qualité de leur travail. Et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.